Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la seconde moitié du 19e siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Australie. Mary Ann McCarthy est née en 1834 à Galway, en Irlande, à une époque de grande pauvreté et de tensions politiques dans tout le pays. Une grande partie de la population vivait en zone rurale, travaillant la terre dans des conditions souvent difficiles. La scolarisation des enfants irlandais pauvres était restreinte, surtout à la campagne, où ceux qui fréquentaient l'école recevaient seulement une éducation de base, la majorité commençant à travailler dès qu'ils le pouvaient. Au cours des années d'enfance de Mary-Anne, l'Irlande traversait une période de surpeuplement des logements, de conflits fonciers et de tensions croissantes entre propriétaires et locataires. Comme de nombreuses familles irlandaises, sa jeunesse s'est déroulée durant une période de difficultés économiques et de division sociale. En 1849, alors qu'elle avait 15 ans, elle a été choisie pour participer au programme des orphelines de la famine du comte Grey. Programme d'émigration assisté par le gouvernement britannique lors de la grande famine de la pomme de terre en Irlande à la fin des années 1840, envoyant des milliers de jeunes orphelines irlandaises en Australie. Et il portait le nom de Henry Grey, le secrétaire d'État britannique aux colonies. Durant la famine, de nombreuses familles irlandaises sont devenues démunies et beaucoup d'enfants ont rejoint l'asile de pauvres après avoir perdu leurs parents ou avoir été abandonnés faute de moyens. Les autorités britanniques ont décidé d'envoyer les jeunes filles orphelines des asiles de pauvres en Australie, où les colonies manquaient de domestiques et de servantes, les hommes y étant bien plus nombreux que les femmes à cause du transport des condamnés et de la ruée vers l'or. Dans ce programme, des jeunes filles de 14 à 19 ans choisies dans les asiles de pauvres irlandais recevaient une assistance pour rejoindre les colonies australiennes de Nouvelle-Galles du Sud, Victoria et Australie méridionale. Après leur arrivée, elles étaient placées dans des dépôts d'immigration et engagées principalement comme domestiques. Près de 4000 jeunes filles ont voyagé en Australie grâce à ce programme. Beaucoup y ont ensuite épousé et se sont installées dans les colonies. Bien que Marie ait quitté l'Irlande en 1849, elle n'est arrivée dans la colonie de Nouvelle-Galles du Sud qu'en février 1850. À son arrivée, elle et d'autres jeunes orphelines irlandaises ont été logées dans l'ancienne caserne de forçats de Macquarie Street à Sydney. Malgré leur prise en charge par des employeurs locaux, de nombreuses jeunes filles se sont retrouvées vulnérables. Hors du dépôt, elles subissaient fréquemment abus, exploitation et mauvais traitements de la part de maîtres, les voyant comme une main-d'œuvre bon marché et jetable. C'est dans ce système brutal que Mary-Anne a d'abord obtenu un poste de modiste. Cependant, ce placement fut rapidement annulé et son salaire durement gagné lui fut entièrement retenu sous une vague accusation de désobéissance, une tactique courante utilisée par les employeurs pour exploiter les jeunes travailleuses domestiques immigrées sans les payer. Malgré ses premières difficultés, elle a ensuite travaillé dans la maison d'une famille aisée, ce qui lui a offert un abri, un revenu modeste et de l'expérience dans son nouvel environnement alors qu'elle s'adaptait à la vie coloniale. Mary-Anne s'est mariée 2 fois pendant ses années dans la colonie. Son premier mariage a eu lieu à Bathurst, où elle a épousé George Cooper. À l'époque, Bathurst était l'une des plus grandes colonies de l'intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud, servant de centre important pour le commerce, l'agriculture et les déplacements au-delà des montagnes bleues. On sait peu de choses sur leur relation, même si les archives indiquent que le mariage n'a pas duré. Plus tard, il a été rapporté qu'elle est allée à Dubbo, une ville en plein essor du centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, où elle a rencontré et épousé Edward Young. Au début des années 1870, Mary-Anne et Edward vivaient à Gulgong, au plus fort de la ruée vers l'or. Après la découverte d'or, des milliers de mineurs, ouvriers, commerçants et boutiquiers affluèrent dans cette paisible colonie jadis, cherchant fortune. En seulement quelques années, Gulgong avait été transformée en l'une des villes minières les plus animées de la Nouvelle-Galles du Sud, et désormais ses rues poussiéreuses étaient bordées de tentes, de boutiques en bois, d'hôtels, de pensions et de commerces de fortune. Peinant à suivre la croissance soudaine, Edward travaillait comme boucher et commerçant, fournissant viande et marchandises aux mineurs et habitants locaux. Comme de nombreuses femmes à Gulgong, la vie de Mary-Anne tournait surtout autour du travail domestique. Élever les enfants, préparer les repas, laver le linge et gérer le foyer au milieu du bruit et de la discorde d'une ville minière. Ce n'était pas facile et la vie à Gulgong pendant les années de la ruée vers l'or était souvent difficile. Les hommes étaient beaucoup plus nombreux que les femmes. Les hôtels et les bars clandestins tournaient sans arrêt. Le jeu, l'alcool et les disputes domestiques étaient fréquents.
La ville elle-même était bruyante à toute heure, avec des chariots circulant dans les rues, des mineurs allant et venant en permanence, et des foules se rassemblant devant les hôtels et les magasins jusque tard dans la nuit. Comme beaucoup de couples vivant dans les rudes camps miniers des années 1870, Marianne et Édouard vivaient sous une tension constante alors qu'ils tentaient d'élever une famille et de maintenir une entreprise. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Le matin du mardi 20 février 1872 a commencé par une vive dispute verbale entre Marianne et Édouard dans leur boutique au numéro 4 de North Blacklead à Gulgong. La dispute a rapidement dégénéré et Marianne s'est précipitée dehors dans la rue, suivie de près par Édouard. Elle semblait très effrayée, mais cela ne semblait pas inquiéter Édouard, qui, après l'avoir frappé au visage avec la paume de sa main, a pris une cravache dans la charrette devant la boutique et a commencé à la battre. Marianne a couru vers la porte de la boutique sans réussir à fuir, tandis qu'Édouard continuait de la battre. À ce moment, leurs enfants descendus pleuraient tous les deux. Dans une tentative désespérée de se défendre et d'essayer d'arrêter les coups, Marianne s'est jetée en avant et a attrapé Édouard par la barbe avec ses deux mains. Il lui a aussitôt ordonné de le lâcher et, face à son refus, a repris l'agression avec plus de violence, la frappant jusqu'à ce qu'elle tombe à nouveau au sol. Elle, étourdie, s'est accrochée à la roue de la charrette. Édouard s'est alors arrêté et, après avoir regardé sa femme, il a ramassé son chapeau et est retourné vers la boutique. Cependant, l'incident n'était pas terminé car Marianne s'est relevée, est entrée dans la boutique et, alors qu'Édouard regardait par la porte ouverte, elle a pris un couteau qui se trouvait sur le comptoir et l'a poignardé à l'abdomen. Elle l'a alors entendu gémir et il a dit « C'en est fini de moi !» avant de s'effondrer au sol. Le vacarme attira une foule et des passants vinrent voir s'ils pouvaient aider. Édouard était allongé par terre et saignait d'une blessure à l'estomac. Une femme a desserré son col et lui a offert de l'eau, mais il avait le regard vide et était incapable de parler. À 7 heures du matin, l'agent Stapleton est arrivé sur les lieux. Il est entré dans la maison où il a trouvé Édouard allongé sur le sol, entouré de sang. En l'examinant de plus près, l'agent constata qu'il était déjà mort, tandis que Marie-Anne, agenouillée à côté du corps, semblait bouleversée. Elle semblait profondément regretter ce qu'elle avait fait et continuait à demander pardon. Un témoin dans la boutique a remis à l'agent un couteau de boucher taché de sang, et l'agent Stapleton a alors emmené Marie-Marianne à l'écart, l'a avertie et l'a officiellement inculpée du meurtre de son mari. Accablée de remords, elle n'a pas tenté de nier ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, elle a dit « Oui, et je suis la personne qui a commis cet acte. Je ne le nie pas. Je ne l'ai pas fait volontairement. Je l'ai fait sous le coup de la passion. Le couteau était à côté de moi. Je l'ai pris et je l'ai poignardé. » Elle a alors remis à l'agent Stapleton le lourd manche de fouet avec lequel Édouard l'avait battu et, en la regardant, il a remarqué que son visage, ses bras et sa robe portaient encore les marques de la lutte. La nouvelle du meurtre s'est rapidement répandue à travers Gulgong et, tout au long de la journée, des groupes de personnes se sont rassemblés devant la boucherie, tous discutant des événements choquants qui s'y étaient produits. Malgré l'ivresse, les bagarres et le désordre fréquent sur les champs d'or, les meurtres de ce type étaient rares
et de nombreux habitants furent stupéfaits par la violence survenue quelques heures auparavant. Le lendemain, mercredi 21 février 1872, une enquête a eu lieu devant le coroner Tebbits. Il a précisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un meurtre, mais d'une tragédie familiale, et que le jury entendrait les témoins des faits. John Dugan a témoigné en premier. Il a affirmé lors de l'enquête judiciaire qu'en allant au travail, il a vu Edward Young frapper sa femme avec une cravache, puis Mary-Ann tirer la barbe d'Edward. Il a dit avoir vu Edward la faire tomber, puis Mary-Ann se relever et le poignarder. Mathilda Leonard, qui vivait en face de la boucherie, a aussi témoigné. Elle a affirmé avoir entendu une violente dispute entre Edward Young et sa femme, et l'avoir vu la frapper avec un fouet. Elle a aussi affirmé avoir vu Mary-Ann l'attraper pour le stopper, avant qu'Edward ne la projette contre la roue de la charrette. Madame Mary Hutchins, l'épouse d'un commerçant voisin, a corroboré ce témoignage, déclarant qu'elle s'était précipitée à sa porte après avoir entendu des cris. Elle a vu Edward frapper sans relâche sa femme avec ce qui semblait être une cravache. Et pendant ce temps, Mary-Ann essayait désespérément de se protéger. Le docteur William Ramsay, le médecin local, fut le dernier témoin et apporta une conclusion médico-légale définitive. Il a déclaré avoir examiné le corps d'Edward Young à 10 h du matin, le 20 février, et qu'il pouvait confirmer que la mort avait été causée par une blessure abdominale de 5 cm de long et de 15 cm de profondeur qui avait fendu le foie du défunt. Le docteur a affirmé que cela aurait entraîné une mort quasi immédiate. Tous les témoins ont confirmé que le couple était depuis longtemps tourmenté par la jalousie et souvent en dispute. Le représentant légal de Mary-Ann, M. Clark, a soutenu que, bien qu'un renvoi en jugement soit inévitable, une accusation capitale de meurtre ne pouvait pas être retenue. Vu la provocation extrême et les violences subies, il a plaidé pour qu'elle soit inculpée d'homicide involontaire et non de meurtre. Le jury a été d'accord et Mary-Ann Young a été officiellement renvoyée devant le tribunal. Le samedi 16 mars 1872, Mary-Ann Young comparaît devant la cour des sessions de Mudgee, la principale cour criminelle régionale des districts de l'ouest de la Nouvelle-Galles du Sud. Les infractions graves commises dans les villes voisines et les camps miniers, y compris Gulgong, étaient toujours jugées là-bas, car Mudgee était devenu un centre juridique important pendant les années de la ruée vers l'or. Avec des milliers de mineurs et de colons traversant le district, le tribunal traitait un flux constant d'affaires, qui concernaient des faits tels que la violence, le vol et l'ivresse dans toute la région. La procédure était très attendue par la communauté locale et a attiré une grande foule de spectateurs, tous impatients de voir comment la justice traiterait une affaire qui avait profondément choqué Gulgong. L'accusation a présenté une série de preuves déjà connues, appelant exactement les mêmes témoins qui s'étaient déjà exprimés lors de l'enquête. Une fois de plus, l'agent Stapleton a raconté la confession pleine de remords de Mary-Ann, tandis que les voisins et les témoins ont décrit les moments terrifiants de l'agression. Tout au long de la procédure, Mary-Ann était représentée par M. Clark, qui a construit sa défense autour de la gravité indéniable de l'attaque qu'elle avait subie. Il a rappelé au tribunal comment le mari de Mary-Ann l'avait frappée puis battue avec une cravache. Il a soutenu que ces actes étaient ceux d'une femme terrifiée, poussée à bout, et a tenté de concentrer toute l'attention du jury sur l'agression physique immédiate et grave à laquelle sa cliente avait été confrontée, affirmant que le couteau avait été saisi uniquement comme un acte désespéré de légitime défense pendant le passage à tabac brutal infligé par son mari. Dans l'Australie coloniale du début des années 1870, les cas de femmes tuant leur mari étaient perçus avec un mélange de fascination sociale, de scandale public et d'attitude juridique stricte envers les crimes violents au sein du mariage. Selon le cadre juridique britannique en vigueur à l'époque, une femme qui tuait son mari bouleversait la hiérarchie domestique et sociale établie, ce qui signifiait que la couronne engageait d'abord des poursuites pour meurtre dans de tels cas. Cependant, le système judiciaire reconnaissait la distinction entre la malveillance préméditée et les actes commis sous le coup de la passion lors d'une provocation extrême, lorsque des violences domestiques graves pouvaient être indéniablement prouvées par des témoins indépendants. Comme cela avait été le cas ici, les tribunaux et les jurys utilisaient parfois l'accusation d'homicide volontaire sans préméditation comme un mécanisme juridique essentiel visant à éviter la peine de mort obligatoire associée au meurtre. Cela permettait aux tribunaux de reconnaître la gravité de tuer son mari, tout en comprenant une femme qui commettait ce crime pour survivre à une violence intolérable. Le procès de Mary-Ann Young n'a duré qu'une seule journée, et, après que l'accusation et la défense eurent présenté leur plaidoirie finale et que le juge eut résumé l'affaire, le jury fut envoyé pour délibérer. Lorsqu'ils sont revenus, le président du jury a annoncé qu'il déclarait l'accusé.
Mary-Ann Young, coupable du chef moins grave d'homicide. Cependant, il a précisé qu'en tenant compte de la sympathie du public et des preuves indéniables de sa souffrance, ils ont accompagné leur verdict d'une recommandation de clémence, invoquant la provocation extrême et les violences physiques brutales que Mary-Ann avait subies de la part de son mari, avant que le coup fatal ne soit porté. À la suite du verdict, le juge a condamné Mary-Ann Young à 6 mois d'emprisonnement. On ne sait pas grand-chose de la vie de Mary-Ann après sa sortie de prison. Après le procès, elle a en grande partie disparu des archives des journaux. À un certain moment, elle s'est finalement installée à Moore Park, à Sydney, une zone juste au sud-est de la ville qui, dans les années 1880, devenait de plus en plus urbanisée, à mesure que Sydney continuait de s'étendre au-delà de son ancien centre colonial. Après des années dans des camps miniers et des villes rurales, Mary-Ann aurait fini ses jours dans les banlieues en expansion de la capitale coloniale. Le 19 décembre 1887, Mary-Ann est décédée après avoir pris une dose de chlorodine, un médicament populaire à base de laudanum qui était largement utilisé au 19e siècle pour la douleur, l'insomnie, la toux et les troubles gastriques. Elle avait 53 ans au moment de sa mort, refermant ainsi le dernier chapitre d'une vie qu'il avait menée d'Irlande aux champs aurifères australiens, puis jusque dans les tribunaux coloniaux, après l'homicide involontaire de son mari à la suite d'un acte de violence domestique en 1872. Son affaire était devenue assez connue, car elle reflétait la volonté croissante de certains jurys et juges du 19e siècle de faire la distinction entre un meurtre prémédité et des actes commis par des femmes vivant dans des circonstances violentes et abusives. Une question qui resterait au cœur des débats juridiques et publics pendant des générations. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.